let's go. On est parti, voilà, BFM Business débarque sur Twitch, premier stream. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous, ravi de vous accueillir. Enfin, ravi que c'est plutôt vous qui nous accueillez d'ailleurs sur la plateforme Twitch, mais on est très content en tout cas d'être là. Vous avez compris, hein, il y a de plus en plus de médias qui tentent des expérimentations, des nouveaux formats sur Twitch, et il n'était que temps eh bien, que BFM Business se lance à son tour. Ça fait quelques temps qu'on y réfléchit, qu'on réfléchit à des nouveaux formats comme ça, et puis voilà, je suis ravi d'être celui qui va inaugurer cette expérimentation. Je me présente rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anthony Morel, je suis journaliste tech sur BFM Business, BFM TV et RMC, et je suis un gros consommateur de Twitch, hein. Je ne suis pas nouveau sur la plateforme dans le sens où je suis pas mal de chaînes de gaming notamment. Par contre, c'est la première fois que je stream. Je suis un tout petit peu stressé, peut-être que ça s'entend. Je pensais pas l'être en vrai. J'ai l'habitude, hein, ça fait 15 ans que je bosse à la télé, que je fais du direct tous les jours et tout. Mais ouais, c'est un exercice un tout petit peu différent, voilà, d'avoir de l'interactivité avec vous, de répondre à vos questions, parce que c'est le but évidemment, hein, que vous posiez toutes vos questions dans la mesure de mes moyens. Il y aura des invités aussi pour m'accompagner évidemment. Donc voilà, ça ajoute une petite dose d'adrénaline et de pression supplémentaire. Donc je compte sur votre bienveillance et votre gentillesse. Je sais que sur Twitch il y a toujours quelques trolls qui traînent, c'est pas grave, on les ignorera. Mais pour le reste, j'espère que vous serez sympa avec moi. En tout cas, je pense qu'on a un beau programme à vous proposer. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Je pense que je vais apprendre des trucs avec les invités que je vous ai préparés. J'espère que vous en apprendrez aussi. C'est une thématique qui me passionne depuis des années, qui est celle de l'homme augmenté, qui est à la frontière entre la tech, la science-fiction. On est quasiment dans les films de super-héros. On a intitulé l'émission de manière peut-être un petit peu provocante Demain tous super-humains. Et l'idée derrière l'homme augmenté, c'est cette théorie selon laquelle on va de plus en plus utiliser les avancées de la technologie, de la science, pour dépasser les limites physiques, psychologiques, intellectuelles de l'être humain. Donc la question c'est, voilà, est-ce que demain on aura tous, je sais pas moi, un exosquelette comme Iron Man, une sorte d'armure qui va décupler nos forces? Est-ce qu'on aura des capes d'invisibilité comme Harry Potter? Est-ce qu'on aura des puces électroniques intégrées dans le cerveau qui permettront de doper notre puissance intellectuelle ou de contrôler des objets par la pensée comme le professeur Xavier dans les X-Men? Et c'est vrai que ça semble complètement fou, mais en fait il y a de plus en plus d'expérimentations qui sont menées par soit des grands groupes technologiques, des startups, des laboratoires de recherche, qui nous montrent que ce futur-là, il n'est pas si lointain, et en tout cas qu'il y a des choses qui auraient pu sembler complètement surréalistes il y a encore quelques années et qui sont en train de se réaliser. Et donc le point de départ de cette émission, je voyais d'ailleurs qu'il y avait des mentions à ça dans le chat, vous avez déjà tout compris, c'est Elon Musk. C'est Elon Musk et sa démonstration il y a quelques jours, vous l'avez sûrement vu tourner sur internet, elle a fait le tour du web, de Neuralink. Alors je vais essayer de vous montrer la petite vidéo pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Hop, je l'ai sortie tout à l'heure. Alors attendez une petite seconde, parce que je vous préviens, il risque d'y avoir quelques petits pains techniques le temps que je me familiarise un petit peu avec la machine. Alors, comment on fait déjà ça et ça? Voilà. Alors qu'est-ce qu'on voit sur cette vidéo? Vous l'avez sûrement vu, hein, c'est le singe qui joue à Pong par la force de sa pensée. Vidéo complètement dingue, hein. Alors voilà, donc on voit ce jeune macaque à qui on a appris à jouer à Pong. Alors moi le premier truc que je me suis demandé en voyant la vidéo, c'est à quoi sert le truc qu'il a dans la bouche là, cette espèce de paille. Alors en fait c'est un truc qui lui donne en fait c'est une paille, on lui donne du smoothie à la banane quand il réussit une action dans le jeu. Donc voilà, donc oubliez ça, c'est pas le plus important. Mais pour le reste, donc on a appris à ce singe à jouer d'abord avec une manette, ce qui est pas mal, faut déjà lui apprendre à jouer à Pong, hein. C'est pas évident non plus. Et ce singe donc qui a une puce électronique implantée dans le cerveau, on a analysé à chaque fois qu'il jouait quels mouvements correspondaient à quel paquet de neurones en gros dans son cerveau, et ensuite on a enlevé la manette et comme par magie j'allais dire, il se met à jouer à Pong simplement en se concentrant, et franchement il joue mieux que moi. Donc en gros il se concentre vers la balle et la balle passe de la droite à la gauche, de la gauche vers la droite. C'est assez impressionnant, je dois dire. Voilà, je vois des messages, j'ai vraiment grand espoir en Musk et Neuralink. Donc c'est ça, hein, effectivement, l'entreprise c'est Neuralink, qu'on connaît moins que Tesla ou SpaceX, qui sont les deux grandes entreprises très connues d'Elon Musk, mais c'est sûrement son projet le plus fou, le plus fascinant. Alors je sais pas, dites-nous dans le chat, hein, est-ce que vous seriez prêt à vous faire implanter une puce dans le cerveau, peut-être pas pour jouer à Pong, parce que ce que dit Elon Musk, c'est qu'avec ces interfaces cerveau-machine, comme on appelle ça, on pourra décupler notre puissance intellectuelle. Alors lui dit d'abord les premières applications, ce sera des applications médicales, par exemple, permettre à des... Voilà, il a bien joué, il a
a le droit à une banane, voilà le petit macaque. Ce sera des applications médicales, donc par exemple permettre à une personne handicapée de dicter des SMS par la pensée, etc. Mais à terme, voilà, ce sera aussi de pouvoir avoir une puissance informatique supplémentaire dans la tête. Je ne sais pas si vous seriez prêt à ça. Quelqu'un nous dit ouais, on est déjà augmenté avec un smartphone dans notre poche. Et c'est vrai en fait. La définition de l'homme augmenté, elle varie beaucoup en fait entre les différents chercheurs, etc. Mais certains ont une définition très extensive finalement et disent bah finalement le simple fait qu'on ait un outil comme un smartphone qui est une sorte de mémoire externe pour notre cerveau, c'est déjà une certaine manière un homme augmenté. Et c'est vrai. Mais on va aller demain encore plus loin. Et donc l'expérience avec le singe là en fait partie. Alors je voulais qu'on en discute justement parce que il y a plein de questions que pose cette expérience. Déjà sur la validité scientifique, moi ça me fascine parce qu'il y a un côté marketing. Enfin Elon Musk qui poste des vidéos sur Twitter, c'est incroyable, il y a des millions de retweets et tout. Mais derrière, qu'est-ce que ça vaut d'un point de vue scientifique réellement? Et donc on va appeler une personne qui s'intéresse de très près aux interfaces cerveau-machine. Elle s'appelle Laurence De Villers. Je vais essayer de l'appeler sur Skype en même temps que je vous parle. Hop, voilà, je lui passe un petit coup de fil. Voilà, et on va discuter avec elle. Bonjour Laurence. Bonjour, vous m'entendez bien? Alors attendez, je vais essayer de vous faire passer sur le Skype pour que tout le monde vous voit. Voilà. Ça devrait le faire. Voilà, bonjour à vous. Voilà, je vous présente les internautes, nos viewers sur Twitch qui sont nombreux et qui auront probablement plein de questions à vous poser. Et donc en gros, alors je vous présente rapidement. Laurence disait que vous, les interfaces cerveau-machine, vous connaissez ça de près. Moi, je fais de la veille technologique. Je suis journaliste, donc je lis beaucoup de choses. Mais on a besoin de gens qui, j'allais dire, mettent les mains dans le cambouis technologique. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette expertise-là. Et vous, c'est votre cas. Vous êtes professeur en intelligence artificielle à la Sorbonne. Vous êtes spécialiste du machine learning. Vous êtes titulaire d'une chaire au CNRS sur la relation affective humain-machine, qui pourra sûrement donner lieu à une autre discussion. Je pense qu'il y a probablement plein de trucs à raconter aussi. Et vous travaillez aussi sur ces interfaces cerveau-machine. Alors avant qu'on ne parle du côté est-ce que c'est du bullshit marketing Elon Musk ou est-ce que c'est la réalité, est-ce qu'on peut définir clairement, j'espère pas avoir dit trop de bêtises jusque-là, mais qu'est-ce que c'est qu'une interface cerveau-machine ? De se connecter à distance avec un ordinateur ou un appareil en temps réel. Mais cela peut être aussi un casque qu'on met sur la tête avec des électrodes qui vont aussi capturer le signal émis, les signaux cérébraux, lorsque l'on pense, qui vont être envoyés à une machine, à un ordinateur. Donc c'est soit invasif, soit non invasif. À quoi cela peut-il servir? Donc les premiers implants en fait qu'on a vus ont été créés en France pour soigner la maladie de Parkinson. Alors, ce sont des expériences qui ont montré que cela marchait. Il y a maintenant, depuis un certain nombre d'années, l'utilisation de ces implants qui sont invasifs, qui sont posés par des médecins et qui sont sous surveillance. C'est assez compliqué parce que on ne sait pas exactement combien de neurones sont touchés. C'est encore assez expérimental, malgré le fait que l'on puisse avoir vu que ça apporte beaucoup. Les gens qui ont des tremblements, etc., vont pouvoir être, en tout cas, pris en charge d'une certaine manière, avoir moins de ces effets. Donc, ce sont des technologies très émergentes. La technologie BCI que propose Elon Musk, c'est autre chose. C'est une technologie qui, pour l'instant, se veut il explique en fait beaucoup de choses à travers un certain nombre d'apparitions dans les médias autour des implants, à la fois qu'on pourrait aider des handicapés à, par exemple, faire avancer un fauteuil roulant, et ça c'est vrai. Ouais, c'est ça. Et c'est comme ça qu'il nous fait avaler la pilule d'une certaine manière. Il dit vous inquiétez pas, les applications elles seront médicales dans un premier temps. Elles sont médicales dans un premier temps, et effectivement, je peux vous expliquer comment ça marche. Ça peut marcher comme cela, c'est-à-dire qu'on est capable de lire non pas les pensées, mais les signaux générés par le fait de penser à quelque chose. Par exemple, je vous donne un exemple, je pense rond rouge et je récupère les signaux correspondant à rond rouge lorsque je pense à cela.
et puis je le traduis dans une action pour mon fauteuil roulant qui est d'aller en avant, Ouais. ou carré vert d'aller en arrière, par exemple. Et c'est ce que fait ce singe qui joue finalement dans les derniers tweets qu'a montré Elon Musk. Le singe joue à un jeu soi-disant en pilotant à distance. Eh bien, c'est parce qu'il a assimilé avec du Pavlov, j'imagine, enfin des capacités de penser, enfin de faire surgir dans son esprit un certain stimuli qui est capturé par des machines. Mais et donc c'est gauche-droite, oui, pour l'instant c'est relativement simple. Il joue à Pong, il joue pas à GTA ou à Soul Calibur, quoi. Ça reste des jeux quand même relativement simples. Maintenant, on peut faire aussi d'autres choses qui sont... donc ça peut être fait avec quelque chose de non invasif. Ouais. Et on peut aussi faire... On me demande, est-ce que ce sont des capteurs myoélectriques? Alors, je crois que c'est un peu différent. On aura un invité avec des capteurs myoélectriques juste après, mais je crois que c'est pas tout à fait ça. Oui. Alors, je ne pourrais pas définir exactement ce que sont les capteurs qu'il a utilisés là pour la dernière expérience parce que je n'ai pas suivi de façon pointue. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ces différents types de capteurs sont intéressants, mais qu'il est montré que de façon non invasive, on arrive à faire la même chose. Ouais, c'est ça. C'est ce point-là qu'il faut garder. Et ça existe, ça déjà. On a des casques, c'est ça. Depuis très longtemps. Et puis, il y a des gens qui sont handicapés, qui peuvent parler parce que ils regardent avec des clignements des yeux. Hein. C'est pas forcément les zones cérébrales, ça peut être aussi le clignement des yeux. Ils vont diriger une interface intelligente où il y a des lettres, par exemple un clavier. Ouais. Et grâce au fait, par eye tracking, par clignement des yeux ou d'autres façons d'interagir, ils sont capables de dénoncer des mots et de parler via un ordinateur. Mais alors ça, Laurence, moi j'ai déjà eu l'occasion aussi de tester ce genre de technologie sur les grands salons tech, au CES de Las Vegas, mais qui était plus en mode gadget. C'était genre contrôler un drone par la force de votre pensée. Et on disait, alors il faut se concentrer très fort et vous allez voir, le drone va s'envoler. Et effectivement, il nous disait, faut faire des opérations de calcul mental, ça fait tourner le cerveau, puis le drone. Bon, ok, mais quand on dit lire dans les pensées, c'est pas exactement ça quand même. On est d'accord. Voilà. Ça n'a absolument rien à voir et vous avez raison de débusquer cela. Donc, ce que propose Elon Musk pour le handicap est déjà fait avec des choses qui sont non invasives. Et lui dit, avec des implants invasifs, il va aller beaucoup plus loin et lire dans nos pensées. Et ça, on ne sait pas le faire. Ouais, c'est ça. Alors on a un internaute qui demande, j'ai vu à la télé qu'on avait entraîné des réseaux de neurones à analyser l'activité cérébrale pendant un rêve pour ensuite générer une vidéo des rêves pendant le sommeil. Est-ce qu'il y a eu des progrès depuis ? Alors, il y a toute une intense recherche sur ces sujets. Il a raison, ce sont des applications, des idées de recherche que j'avais vues. On est en train, évidemment, d'augmenter notre connaissance. Ce qu'on fait aussi en mode éveillé, c'est par exemple de montrer des images ou des vidéos à quelqu'un et de regarder, grâce à ces implants extérieurs, en fait, c'est pas des implants, donc grâce à des électrodes extérieures à ces casques, on essaie de regarder l'activité cérébrale pendant qu'il regarde une vidéo et en combinant ces activités cérébrales, j'imagine, avec eye tracking, etc., on peut savoir quels sont les stimuli en face de son regard, qui est de regarder le chien, la personne, dans l'image. Ouais, donc, on va associer finalement un stimuli à ce qu'il regarde. Ok. Et c'est... Ouais, allez, voilà. allez. Et après, générer quelque chose à partir de nos rêves, on peut toujours imaginer qui va pouvoir contrôler. C'est aussi ça, ce sujet. C'est comment évalue-t-on ? Non, mais c'est ça. Alors, parce que quand même, Elon Musk, il va plus loin. Il dit, effectivement, les premières applications, ce sera pour les personnes handicapées, les personnes enfermées dans leur corps. On pourrait imaginer des exosquelettes pilotés par la pensée, gauche-droite, machin. Mais il va plus loin. Il dit, par exemple, une personne handicapée pourra dicter un SMS par la pensée. Alors ça, moi, ça m'a interpellé. Qu'est-ce que ça veut dire dicter un SMS par la pensée ? C'est-à-dire, je pense à une phrase et elle s'inscrit à l'écran. Ça, c'est possible ? C'est de l'ordre du réalisable ? Alors, de la même façon qu'on peut associer des stimuli à quelque chose qu'on voit, on peut imaginer pouvoir entraîner quelqu'un à qualifier, si vous voulez, des signaux cérébraux. C'est-à-dire que si je veux écrire quelque chose, je peux très bien me concentrer sur des mots et je pense à quelque chose, je pense aux mots, donc il y a une certaine visualisation aussi cérébrale, ce mot, c'est pas forcément, c'est une image dans mon cerveau. Et donc je peux le faire avec plusieurs mots et ensuite pouvoir les réexprimer juste par la pensée. Ouais. Et donc comme le
casque sera capable d'aller capturer les signaux, il fait aussi une bijection entre eux, c'est-à-dire une relation entre l'activité cérébrale et le mot auquel j'ai pensé. Mais cela demande un entraînement pour l'association. On peut le faire avec des mots, avec des images, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement utile pour le handicap, qui est déjà utilisé, qui est déjà mis en place. Là où il y a une frontière, c'est l'augmentation, c'est-à-dire si je ne suis pas en train de réparer un handicap, l'autre frontière, c'est donc l'invasion. C'est augmenté, c'est la différence entre homme réparé, homme augmenté, qui est cette frontière qui est finalement assez floue en réalité. Oui, enfin non, elle est très très claire, c'est-à-dire l'homme est naturellement dans une certaine unité, et si je rajoute des éléments invasifs, je lui apporte quelque chose qui l'augmente. Alors, on a déjà des pacemakers, on a déjà des tas d'objets qu'on a vus arriver pour la médecine qui sont extrêmement intéressants. Pour les sourds aussi, les malentendants, être avec un appareil auditif leur permet d'être dans une vie normale. On nous demande dans le chat, c'est intéressant, c'est le côté invasif. Est-ce qu'il y a quelle est la valeur ajoutée? Est-ce que c'est que ça va capter des signaux qui ne sont pas captés par un casque à électrode qui, pour le coup, est pas suffisamment précis parce qu'il y a la boîte crânienne entre les deux? C'est la précision du signal, en fait, la différence? C'est tout à fait ça. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que on ne sait pas mettre des électrodes de façon très fine. C'est là-dessus que Elon Musk va essayer de jouer. C'est-à-dire de prouver, mais pour l'instant il n'a pas prouvé, parce que c'est pas très scientifique. Son discours est tellement marketing et médiatique qu'on a tendance à se dire « Oulala, que fait-il ?» Pourquoi il a eu ce discours en Europe, etc. Il cherche des ingénieurs, il cherche des cerveaux humains pour aller faire de la recherche avec lui. Donc il est peut-être possible qu'il arrive à finalement recueillir un groupe de recherche de grande valeur qui sera capable d'aller un peu plus loin que ce qu'on sait faire. Mais il faut quand même se poser cette question de l'évaluation et puis de l'augmentation. Quid de la différence entre les gens qui seraient augmentés, qui sont naturels, qui ont une intelligence X, et que l'on augmenterait en disant voilà, vous seriez plus intelligent. Bon, ça, c'est une erreur, c'est du marketing pur. On n'en sait rien, c'est pas évalué. En plus, qui va tester cela? Là aussi, il y a une question éthique. Est-ce que ce sont des personnes handicapées qui seront les cobayes de Elon Musk demain? Parce que là, on est passé du cochon au singe. Quels sont les nouveaux Mais vous pensez pas qu'il y aurait des volontaires? Enfin, franchement, je suis sûr que si on demande, tiens, dans le chat, est-ce que si on vous promettait de doper votre intelligence, de je sais pas, d'avoir, moi par exemple, j'adore les bouquins, mais je suis une passoire. Là, j'oublie les bouquins 2 jours après les avoir lus. Si on me disait voilà, avec cette puce électronique, tu vas être capable de mémoriser des bouquins à chaque fois que tu les lis. Franchement, je serais intrigué. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui seraient prêts, si on leur faisait cette promesse-là, à se faire implanter une puce. Oui. Alors, le problème de la puce implantée, c'est qu'est-ce qu'elle fait comme dégâts, quels sont les effets secondaires. Et ça, on n'a pas encore eu un large champ de retour. Et d'autre part, est-ce que c'est vraiment réversible? Voilà. Est-ce que si vous enlève la puce, vous êtes comme avant? Est-ce que cette puce, c'est un objet technologique, elle va avoir des défaillances, va vieillir dans le temps. Enfin, comment c'est joué? Quand on a un pacemaker, ne vous leurrez pas, c'est un objet électronique qu'on met dans le corps qui peut être rejeté, qui est en tout cas vraiment utilisé avec garde-fou, avec un suivi, et qui doit être changé de temps en temps. Donc, qu'est-ce que ça donne sur le cerveau humain? C'est assez complexe. Et puis, cette précision que doivent avoir ces objets est complexe parce qu'il ne suffit pas non plus d'être sur une zone très précise, il faut savoir à quoi est connectée cette zone. Et sur les recherches en neurosciences, certes, on a fait beaucoup de progrès, mais plus on fait de progrès, plus on débusque de nouveaux champs d'inconnus. Il y a Egros qui nous... Allez, terminez. On est loin de savoir ce qu'est le substrat de la pensée, comment les pensées sont véhiculées, et cette interconnectivité dans le cerveau, comment elle marche. On sait qu'il y a des gens, par exemple, qui ont des accidents et qui vont recopier des fonctions vitales du côté droit au côté gauche, des choses qu'on n'imaginait pas. Et donc, cette capacité d'adaptation de notre cerveau est fulgurante. Et je pense que Elon Musk joue aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'il se dit, si je mets des implants, le cerveau va s'adapter.
qu'est-ce que cela va être demain? Est-ce qu'il y aura un clivage entre, je ne sais pas moi, les riches et les pauvres qui Exactement. n'auraient pas accès à Alors, cette technologie? ouais. Est-ce que ne vous l'aurez pas? Qui ça intéresse le plus? Regardez un tout petit peu qui sont ces transhumanistes Eh ben, qui sont au exactement. devant de la scène. Mais on nous C'est demandait Google, ça. C'est c'est Elisa Wong qui nous oui. demande ça dans le chat. Est-ce que le super-humain est la base du transhumanisme? Derrière, il y a l'idée de promettre la jeunesse éternelle, mettre son cerveau dans un avatar robotique pour avoir une sorte de, ouais, ça, de vie éternelle. Enfin, il y a toutes ces Mais idées-là c'est derrière. la première marche. C'est Ouais, la première marche. c'est la première marche, euh, ouais. qui est Et puis, quand vous entendez les défenseurs de cette cause, ils vous disent, vous avez déjà des lunettes, c'est déjà une C'est ça. augmentation. Donc, vous voyez, le gap énorme qui Absolument. existe entre ça. Et- Et puis, il y a un dernier sujet qui est, à mon avis, le plus important pour comprendre bien les enjeux. C'est la cybersécurité. On a vu que pour un pacemaker, on pouvait prendre contrôle à distance des paramètres du Ouais. pacemaker. Donc, ils ont été obligés de changer la technologie, de mettre des passwords, de mettre tout un tas de garanties pour que la personne n'ait pas d'un seul coup quelqu'un qui veut pirater, lui augmente le rythme cardiaque et le fasse mourir volontairement, un crime incroyable. Bon, eh bien, les implants dans le cerveau, s'ils ont une action sur nos désirs, notre vie, etc., que nous ne maîtrisons pas, que quelqu'un qui aurait produit ces objets va peut-être maîtriser au bout d'un moment, est-ce que ça veut dire que l'on fait des esclaves téléopérés, téléguidés? Ouais, exactement. Enfin, voilà, il y a à se projeter quand même sur qu'est-ce qu'on va en faire. Et laisser faire un peu, c'est aussi ouvrir une vision. Donc, il faut anticiper tout cela dans la société, être capable d'évaluer, de suivre, de comprendre les enjeux. Il y a des enjeux certes positifs pour, j'imagine, des personnes qui sont handicapées. Est-ce que cette technologie est utile ou pas? N'est-il pas suffisant d'aller sur un casque à électrode qui devient lui aussi de plus en plus précis, hein. Quand la Absolument. technologie avance pour les implants cérébraux, il avance aussi pour ces casques. Ouais, tout à Donc, fait. ce sont encore des sujets de recherche. Moi, j'ai peine parce que mettre la recherche qui n'est pas encore efficiente, qui n'est pas encore vérifiée, qui demanderait quand même de vraiment s'intéresser à tous les abus qui pourraient être possibles, c'est compliqué. Après, je comprends aussi le désir, lorsqu'on est handicapé, d'aller au plus vite, de faire quelque chose qui va aider. Justement, maintenant, attention au retour. Alors, ouais, il y a Seb Prusa qui nous dit regardez Black Mirror. Je crois que tout est résumé, effectivement. Il y a vraiment un côté Black Mirror dans ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Alors, il y a une expérimentation. On parlait de personnes handicapées qui pourraient retrouver, par exemple, l'usage de leurs membres. Vous connaissez sûrement Clinatech, qui est un laboratoire de recherche, je crois qu'ils sont basés à Grenoble. Là, je montre une petite vidéo pour les viewers. C'est assez incroyable ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ont, pour le coup, même chose, hein, c'est une puce intégrée dans le cortex cérébral et qui permet de piloter un exosquelette. Alors, l'expérience qui a été menée, encore une fois, c'est très expérimental. C'est-à-dire que là, l'exosquelette, il est accroché par une barre en haut parce qu'on ne peut pas encore trouver complètement l'équilibre. Mais enfin, quand même, une personne qui était tétraplégique, je crois, enfin, en tout cas, qui ne pouvait absolument plus marcher, elle est capable de retrouver l'usage de ses membres. C'est miraculeux. Enfin, c'est vraiment la technologie, c'est un miracle pour le coup. Mais pour Parkinson aussi, c'était miraculeux. Donc, ce sont des recherches qui ont été faites en France, qui ont été faites effectivement dans les laboratoires et puis ensuite dans les PME ou start-up, il y a des vraies entreprises, il y a un vrai savoir-faire en France, ouais. Et c'est effectivement, il faut continuer, mais en se donnant toutes les possibilités de comprendre est-ce qu'il y a des effets secondaires ou pas pour la personne. Et bien sûr qu'il faut continuer, et bien sûr qu'il faut aller aussi assez vite s'il y a des nécessités. Mais n'oubliez pas, et ne vous faites pas leurrer par des gens comme Elon Musk qui arrivent sur des sujets qui sont pas les mêmes. Ouais, c'est absolument. pas pour d'aider les handicapés. C'est vraiment une autre dimension que celle d'augmenter des sujets sains qui n'ont pas de problème dans des objectifs qui sont effectivement. L'argument qu'il met en avant, et on va terminer là, mais c'est aussi il faut qu'on ait cette puissance informatique cérébrale renforcée par des puces électroniques parce que sinon l'intelligence artificielle va nous dépasser. Il y a toujours ce fantasme de l'intelligence artificielle qui va nous dépasser et par rapport à laquelle nous autres pauvres humains, on serait plus compétitifs. Et donc il faut absolument qu'on s'augmente avec ces puces électroniques. C'est un argument qui tient ça ou pas du tout? C'est exactement le contre-argument. Puisque ce qui nous fait humains, c'est justement nos émotions, notre adaptabilité rapide, notre cerveau qui est cet organe exceptionnellement... qui a des possibilités exceptionnelles d'adaptation. D'accord ?
Si on lui met des puces dedans, on va finalement figer certaines choses que le cerveau pourra peut-être plus faire ou moins faire, je ne sais pas. Et en tout cas, on ne sait pas du tout reproduire l'intelligence humaine sur une machine. Ce que fait l'IA au plus haut avec OpenAI, qui vient aussi d'Elon Musk, c'est une simulation totale. Ce que dit une machine, ce qu'elle génère, elle ne le comprend pas, elle ne comprend évidemment pas la morale qu'il y a derrière, ça on oublie tout à fait, et elle n'est en aucune mesure responsable de ce qui s'est passé, puisqu'elle n'a aucune intention, aucune conscience, rien. Et c'est pas demain que cela va arriver. Nous sommes, nous, humains, moins rapides que la machine, on engrange moins de données, mais on a cette capacité d'adaptation extrêmement rapide, on fait des erreurs énormes, la machine en fait d'autres. Ouais, c'est ça. On est en train de nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Donc, il est essentiel, je pense, de rétablir cela. Et OpenAI, qui propose des systèmes d'IA que je connais très bien, de génération de textes, comme OPT3, ce sont des compétitions à milliards pour arriver à produire des générations qui sont imperceptibles, qui sont tellement proches de ce que génère un humain qu'elles vont être imperceptibles. On ne saura plus si c'est une machine qui a produit ça ou un humain. Sauf si on sait les piéger. Alors j'ai deux remarques très intéressantes de Chloridric dans le chat qui nous dit, alors on en parlera un petit peu plus tard dans l'émission, mais on pourrait augmenter les militaires aussi, et il dit, d'après le docteur Laurent Alexandre, moi je l'ai entendu dire ça aussi, les Chinois iront très vite sur ce sujet, soit on entre dans la course, soit on sera dépassé par les Américains et les Chinois. Et c'est vrai que je me demande si sur ce point-là on n'a pas une éthique à géographie variable, c'est-à-dire est-ce que nous on n'est pas effectivement en train de réfléchir, mettre en place des comités d'éthique, etc., alors que les Chinois, sans leur faire de procès d'intention, mais ils se posent pas forcément ce genre de questions, quoi. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai, parce que les Chinois commencent à faire ça aussi. Ils ont même voulu faire ça avec des enfants à l'école, hein. Pas avec des puces invasives, mais avec un casque des bandeaux, qui permet de voir s'ils sont des bandeaux, voir s'ils sont en attention ou pas. Les parents se sont plaints en disant « Mon enfant est stressé à mort, il n'arrive plus à vivre à l'école, on veut arrêter cette expérience. » D'accord ? Donc, les Chinois, en ce moment, ont mis un code moral. Ils surveillent tout le monde. Que demain, ils mettent des puces dans la tête des soldats, j'attends de voir si ça va être vrai. Ce que dit Laurent Alexandre est assez, opportuniste pour sa carrière. N'oubliez pas vraiment cela. C'est un visionnaire transhumaniste. Et il faut faire attention à ses propos, parce qu'ils vont trop loin. Je le connais très bien, puisque j'ai aussi beaucoup répondu à des interviews en même temps que lui. C'est quelqu'un qui un jour dit oui, un jour dit non. Sur ces fameux implants, j'ai été avec lui devant des caméras à la télévision, où je disais attention, si demain votre enfant est implanté, attention aux répercussions. Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que c'est un cobaye? On ne sait pas. Et Elon Musk, est-il vraiment quelqu'un qui a une éthique? J'en doute. Absolument. Il a envie de faire de l'argent. Il est déjà l'homme le plus puissant au monde. Regardez ce pouvoir qu'on va lui donner si on laisse cette expérience possible avec n'importe qui. Il faut donc faire attention à ces barrières. Je pense que ces géants qui sont en train de monter sont des hommes qui veulent le pouvoir et ils seront bien pires que les Chinois. Regardez ce qui se passe en Chine déjà avec le code moral. Ce que je connais, pour juste clore sur... Si nous étions tous connectés, qui a le lead, qui a le pouvoir, peut-être une gouvernance au-dessus qui serait indésirable, qui aurait des mauvais desseins. Eh bien, en tout cas, le code moral, quel est en Chine? Si quelqu'un, j'ai connu ça par quelqu'un qui était en Chine pendant quelques années, un père qui n'a pas payé ses taxes et dont l'enfant, qui fait un concours de médecine, se voit finalement recevoir un deuxième courrier après avoir été accepté, qui dit on vous refuse parce que votre père ne paye pas ses taxes. C'est ça. Dès qu'on a contrôlé tout le monde, eh bien, on pourra manipuler à fond. Donc, attention à cette manipulation de masse sont en train de faire des gens comme Elon Musk, et Laurent Alexandre fait partie aussi. Manipulation de masse, waouh. Bon, parfait, écoutez, merci beaucoup, la mise en garde, l'alerte de Laurence de Villers, merci, c'était passionnant, franchement, et on a eu pas mal de messages très positifs dans le chat. Je pense qu'on aura l'occasion de se reparler, parce qu'on va monter d'autres émissions, sûrement sur les thématiques d'intelligence artificielle, de tous les enjeux éthiques que ça pose, peut-être des mythes et légendes, démythifier un petit peu tout ce qu'on raconte, parce qu'il y a beaucoup aussi de bullshit marketing. Voilà, donnez-en quelques-uns. Dites-nous. Mythe, fantasme et réalité, donc des robots et des hommes. Et le dernier, c'est Les robots émotionnels, paru en 2020, sur santé, surveillance, sexualité et l'éthique dans tout ça. On en reparlera avec grand plaisir. Merci beaucoup, Laurence, d'avoir été avec nous. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir. Hop.
Et ben voilà, pour Laurence de Villers. Franchement, passionnante. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Est-ce que alors je voyais des messages quand même sur je vous ai demandé si vous seriez prêt à vous faire implanter des puces. Il y en a plusieurs qui disaient ouais moi ça me poserait pas de problème, ça m'intéresserait bien, etc. Donc bon, on va voir ce qu'il en sera dans les années qui viennent. Enfin, vous avez entendu, hein, Laurence de Villers, elle est plutôt très sceptique. Elle est plutôt en mode Elon Musk. Il est bien gentil, mais il y a un côté manipulation, bullshit marketing qu'il faut quand même dépasser. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais les vidéos qu'il publie, elles sont pas souvent accompagnées de publications scientifiques dans des revues à comité de lecture. Après, on peut quand même, moi je vais pas le cracher dans la soupe, Elon Musk, je l'adore, enfin c'est une idole pour moi, je le trouve incroyable. Il a quand même quelques réalisations à son actif qui font que, je voyais aussi des messages qui disaient le singe qui joue à Pong, ça se trouve c'est un gros montage, on a juste mis un singe devant un ordinateur qui jouait tout seul à Pong et on a dit regardez c'est un miracle. Oui, on peut penser ça, on peut aussi se dire que Elon Musk, qui a bâti Tesla, qui a bâti SpaceX, on peut aussi se dire que c'est pas complètement un charlatan non plus. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler probablement. Je voulais qu'on avance dans le débat parce qu'il n'y a pas que les puces électroniques quand on parle de super-héros. Là, on était dans le professeur Xavier Dixman qui va contrôler des objets par la pensée. Mais on peut aussi penser par exemple à des hommes bioniques, on pourrait appeler ça comme ça. Je vais essayer d'appeler un deuxième invité. Alors attendez, parce qu'il faut que je le retrouve en même temps. Alors, laissez-moi 2 petites secondes et vous allez voir. Alors, c'est un personnage assez incroyable aussi. Faut juste que je retrouve son nom, enfin son pseudo plus précisément. Voilà, on va essayer de l'appeler. Hop, c'est parti. Il s'appelle Nicolas Huchet. Je ne sais pas si vous le connaissez. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de le recevoir un certain nombre de fois sur BFM et sur RMC. Alors, est-ce qu'il va nous répondre, Nicolas? Oui, il est là. Nicolas? Oui. Oui, salut. Comment ça va? Je suis là. Salut, ça va très bien. Bon, on est ravis de t'avoir, Nicolas. J'essaie de te présenter rapidement, mais tu vas le faire beaucoup mieux que moi. On a entamé, je sais pas si tu as suivi le début de la discussion, on parlait d'hommes augmentés, de super-humains, et on avait l'exemple d'Elon Musk avec, tu sais, la puce Neuralink qui veut intégrer dans le cerveau des humains pour augmenter leur capacité, pourquoi pas permettre à des personnes handicapées de retrouver l'usage de leurs membres, etc. Et je disais qu'il y avait d'autres expérimentations et d'autres applications dans le monde de l'homme augmenté, et que toi tu en étais un exemple parfait, puisque tu es, alors je sais pas comment te présenter, cofondateur de My Human Kit, ça c'est sûr, et en un mot, mais je vais te laisser développer, toi tu as eu un accident à l'âge de 18 ans, tu as perdu ta main et tu t'es fabriqué une main bionique. Je te laisse nous raconter un peu ça. Ouais. Bonjour Anthony, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ouais, ok. Très bien. Moi, en fait, ce qui s'est passé, j'ai eu un accident à 18 ans, accident de travail. Moi, j'étais ouvrier, je travaillais dans l'industrie. J'ai mis la main dans une presse et on m'a greffé la main, ça n'a pas fonctionné. Et le médecin, après l'amputation, m'a dit que j'allais être appareillé d'une main, en fait, que j'allais avoir une prothèse. Et sauf que une semaine après, dans le centre de rééducation, j'ai vu la prothèse. En fait, c'était pas du tout un truc qui faisait ça. C'était un truc qui faisait ça. Et donc, dans ma petite tête d'adolescent de 18 ans, ouais, c'était ultra dur, en fait. Je m'attendais justement à un truc bionique. On était en 2002, et moi, je connaissais les films comme Terminator ou Predator, donc c'est sûr que quand j'ai vu cette pince, qui avait en plus un aspect humain, donc je trouvais ça moche, quoi. Ouais. Mais donc, en fait, c'est une prothèse myoélectrique, et aujourd'hui, c'est ce que j'utilise, en fait. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai une version améliorée, le temps a avancé, hein. Donc ça, c'est une prothèse myoélectrique. Ah ouais. Donc il y a des moteurs à l'intérieur, elle fait un bruit... Elle fait un bruit de ouf. Alors ce qui est hallucinant, c'est que l'entreprise qui fabrique ça, donc c'est quand même les leaders mondiaux, ils sont dans le métier depuis 100 ans, hein, en fait. Et les entreprises de prothèses, elles sont développées avec la guerre. Ouais. Et le dernier modèle, il est très bruyant, ouais. On a vraiment on dirait un mixeur, je sais pas, il fait mixeur aussi, tu peux peut-être mixer des carottes avec, ou je sais pas, faire un truc. Non, c'est très désagréable le bruit, ouais. Il y a un autre bruit qui est très, très, très désagréable, là, il y a le bouton on-off. Ouais. Donc en fait, faut appuyer dessus 2-3 secondes. Et donc voilà, il y a un bip, je sais pas si t'as entendu. Ouais, j'ai entendu, ouais. Donc il y a un bip de mise en marche qui permet de prévenir si la main est allumée ou éteinte. Donc il faut savoir que je la fais fonctionner en contractant mes muscles. Là, il y a des électrodes dans l'emboîture. Donc ça myoélectrique, on disait tout à l'heure. C'est ça les capteurs myoélectriques. C'est myoélectrique, ouais. Capteur myoélectrique. Donc il y en a un qui me permet de fermer, un qui me permet d'ouvrir. Donc je ferme, j'ouvre. C'est une rééducation, c'est un entraînement. Et pour éviter de faire tomber un objet, par exemple, je prends un yaourt. Pour éviter de le faire tomber, je coupe la main.
Le seul problème, c'est que cette nouvelle prothèse, justement, qui a le Bluetooth et tout ça, en fait, il y a une temporisation. Donc, quand je l'éteins, déjà, je dois attendre. Ouais. Alors qu'avant, c'était un bouton, je faisais on-off. Donc, déjà, je dois attendre. Et en plus, ça fait bip. Alors, imagine, je suis dans un pub, je bois un verre, il y a de la musique, je prends ma pinte. Et pour écouter si ma prothèse, je l'éteins, je suis obligé de faire ça. Et les gens se demandent si j'ai un problème, du coup. Et je leur dis, ouais. en fait, j'essaie d'écouter ma prothèse. Il y a Linéade qui nous demande, est-ce qu'il y a une batterie? Tu dois recharger ta main le soir? Comment ça se passe? Ouais, bien sûr, j'ai une batterie. Donc, ça se passe par là, c'est un chargeur magnétique. Ouais. Donc voilà, là, c'en est c'est une prothèse de travail. Ouais. Ah oui, avec un crochet. C'est la même chose. Ouais. Voilà, tu vois, on peut voir les capteurs, les électrodes là-dedans. Ok. Et donc, il y a un crochet, ça me permet de bosser, de travailler, en fait, pour pas abîmer celle-ci. Donc ça, c'est des prothèses qui sont certifiées médicales, qui coûtent 20-30 000 euros. C'est quand même 20-30 000 euros, la vache. Ah oui. La prothèse, ouais. Mais ça, c'est pas celle que tu as conçue. C'est-à-dire que toi, tu as conçu la tienne, mais tu utilises celles qui sont là, les prothèses high-tech, en fait, quoi. Bah, déjà, je dois présenter ce que sont que les prothèses d'aujourd'hui. Et en même temps, ça nous permet de voir les problèmes, hein, le bruit, le fait que ça t'éteigne. C'est lourd aussi. Ouais. Hein, et puis c'est gros. Hein, là, il n'y a pas de plus petite taille que ça. Donc pour moi, ça va. Mais moi, j'ai une copine qui est agénésique, enfin, à qui il manque une main. J'ai une amie, elle ne peut pas avoir ce genre de main parce que c'est beaucoup trop gros. Bien sûr. Donc il y a plein de trucs comme ça. Voilà. Et moi, j'ai été déçu des prothèses et j'ai voulu me faire la mienne. Donc j'ai découvert l'open source, les Fab Labs, les makers, les cartes Arduino et tout ça, et j'ai découvert cet univers-là, et avec tout un tas de makers et de bénévoles, on a fabriqué des modèles qui étaient des modèles de mains qu'on pouvait imprimer en 3D. Donc il y a la main InMove, il y a la main Hackberry, il y a la main OpenBionics, et en fait le fait que ces plans ils soient open source, c'est-à-dire partagés sur Internet, ça nous a permis de les refabriquer et de les adapter. Donc en fait moi j'ai pas inventé, moi je suis simplement une personne handicapée qui est dans le processus de se dire, tiens, j'ai envie d'agir sur moi et sur mon problème et j'ai envie d'en faire une solution, quoi. Et t'en as là des prothèses que tu as imprimées en 3D? Alors là, j'en ai justement, je vais vous montrer. Donc, je vais la mettre. Comme ça, ce sera plus comme on est en direct. Vas-y. Sensationnel. Ouais, absolument. Donc, ça, déjà, que je peux vous montrer là. Ah ouais, vas-y, montre-nous. Je sais pas si tu vois. Alors baisse un peu la caméra parce qu'on voit pas. Ouais, ok. Je sais pas si tu vois ce truc. Donc en fait, ça c'est la partie qui se met sur mon moignon. Donc ça s'appelle l'emboîture. Ok. Voilà. Ça s'appelle l'emboîture. Et ça, pour la première fois, là, on a travaillé avec un prothésiste, une start-up et un industriel. Donc, juste pour présenter, hein, nous, on est une association qui s'appelle My Human Kit. Je vais faire de la pub en même temps. Bah bien sûr, bah attends, fais-toi plaisir. Voilà. Donc on est une association, donc on est à but non lucratif, on recherche des partenaires, plutôt des mécènes, on est financé par des fondations et en fait on a un atelier qui s'appelle le Human Lab qu'on met à disposition de toute personne en situation de handicap qui a besoin de se fabriquer un objet. Cet objet, ça peut être pour par exemple tenir un yaourt, ça peut être une machine qui va énoncer du texte parce que la personne elle est aveugle ou malvoyante, ça peut être motoriser un fauteuil roulant. En fait, on est entre le hack, la créativité, le recyclage, l'artisanat et le numérique. Mais dans quelle mesure tu peux les customiser justement les prothèses? Tu peux je sais pas, ajouter des fonctionnalités? Est-ce qu'il y a des trucs complètement dingues qu'on t'a demandé ou que les gens viennent fabriquer dans ces Fab Labs? Ouais, on a des trucs de dingue. On a par exemple une copine qui est tétraplégique, elle est myopathe et elle a sa tête qui est sur un appuie-tête et en fait, si elle veut se tourner, elle doit tourner le fauteuil. Donc elle est venue nous voir en disant, moi je voudrais bien, elle est venue nous voir en disant, j'ai entendu parler de vous, j'aimerais savoir si avec les capteurs myoélectriques, je pourrais pas activer un capteur, parce que je peux pas utiliser mes mains, si on pourrait pas motoriser mon appuie-tête pour que je puisse tourner la tête. Ouais. Et donc les bénévoles, donc quand je dis les bénévoles, c'est des retraités, des demandeurs d'emploi, plein de personnes qui ont du temps en fait et qui sont prêtes à l'offrir, et elles ont fabriqué en fait, et lui ont fabriqué un appuie-tête électrique rotatif. Donc en fait, elle appuie sur un bouton, et elle peut tourner la tête. Pour nous, c'est un truc de dingue. Ouais. Parce qu'en fait, et pour elle, c'est un truc de dingue parce qu'en fait, elle peut faire 6 heures de route et puis elle peut regarder le paysage plutôt que d'être bloquée sur l'autoroute. Ouais. C'est l'exemple que je prends, mais il y en a plein d'autres. Alors moi la question que j'avais c'était parce que là donc encore une fois on faisait la distinction tout à l'heure avec Laurence entre homme réparé, homme augmenté, donc le fait de réparer
un handicap et le fait d'augmenter les capacités de l'être humain, est-ce qu'on peut imaginer avoir des prothèses, je veux dire, alors évidemment, on va pas s'amputer la main pour se faire une prothèse, mais disons sur la main par exemple, une sorte d'exosquelette qui permettrait de donner des capacités supplémentaires, je sais pas, il y a des choses comme ça qui sont, que les gens viennent faire dans les Fab Labs? Non, nous, on est un Fab Lab, ça veut dire qu'on est quand même sur de la fabrication numérique, on est dans du prototypage, on n'a pas des machines qui nous permettent de fabriquer un exosquelette. Ouais. Un exosquelette, en fait, un bras, il faut savoir qu'un bras, ça pèse entre, je sais pas, 7 et 12 kilos. Il faut avoir les moteurs, il faut avoir le matériel. C'est énormément de R&D pour fabriquer ne serait-ce qu'un exosquelette. Une prothèse, c'est pareil, dans cette prothèse, il y a un seul moteur. Et la prothèse, elle coûte 20 000 euros. Alors, c'est un secteur niche, hein, c'est pour ça que c'est cher. Mais, et tu peux le garder à vie après, la prothèse, ça dure combien de temps? C'est Tabor qui nous demande ça. Est-ce qu'il y a une durée de vie? En fait, déjà, ça tombe en panne quand même assez régulièrement. Faut savoir celle-ci, c'est un modèle pris en charge en France. Hein. C'est unique. En France, on est les seuls à faire ça. Donc, c'est garanti 5 ans par la Sécu. Après, je la garde. Et en fait, oui, tu pourrais la garder à vie, sinon. Ouais. Mais moi, ce que je veux, du coup, mon projet, c'est de faire une prothèse open source. Et pour ça, on travaille avec l'association, avec des financeurs. On essaie de créer un consortium d'entreprises, de partenaires pour créer une prothèse open source. En fait, quand j'ai une prothèse open source, c'est une prothèse dont les plans sont sur Internet pour pouvoir soit acheter les pièces détachées, soit les faire fabriquer, par exemple, avec des lycées techniques, avec des entreprises partenaires. Ouais. En fait, d'être dans une démarche de partage pour que la prothèse elle soit accessible, en fait. Et qu'on ne soit pas dans une question où on se dit l'homme est réparé ou augmenté, mais simplement se dire qu'on réduit cet écart entre les pays qui ont accès à la santé et ceux qui n'ont rien. Ouais, on peut voir par exemple en ce moment avec le Covid, en France on a des problèmes avec les aides-soignants, mais je vois en Inde, maintenant c'est des enfants qui ont le Covid parce qu'en fait il n'y a pas de système de santé, donc le virus c'est dingue quoi. Ouais, et donc ce qu'on veut, ce qu'on veut tous aujourd'hui en tant que citoyens, c'est participer à un projet dans lequel on essaie de faire en sorte qu'on soit plus égaux les uns les autres. Et donc là le projet de la prothèse open source c'est ça. Inachou nous met... Vas-y, non, termine, je t'en prie. Ça commence avec des petits trucs comme ça. Donc, tu vois, par exemple, il y a une bénévole qui dessine en 3D, elle est dessinatrice industrielle, et elle a récupéré le scan 3D de mon moignon. Donc, on a pris un scanner, on a fait un scan du moignon, et puis elle est là, sur son ordinateur, elle a fabriqué les pièces. Après, ça, c'est avec un prothésiste. Après, avec un partenaire industriel, lui nous a imprimé ça. Donc, ça c'est de l'impression 3D, c'est tout nouveau. Putain, incroyable. Et ensuite, donc ce truc là où c'est génial, c'est que là maintenant, moi je peux vous jouer les Gypsy Kings par exemple, parce que là j'ai un médiator. Ah oui, t'es musicien aussi, il faut le préciser, Nico. Ouais. Ça par exemple, donc là j'ai pas pris la bonne pièce, mais ça je le mets, et ça c'est pour un copain qui fait de l'escalade glaciaire. Dingue. Donc tu peux ajouter, en fait, tu peux customiser des accessoires que tu ajoutes, c'est Inspecteur Gadget quoi. Voilà, incroyable. Inspecteur Gadget, ça c'est un crochet de travail, donc c'est un crochet que je peux ouvrir comme ça, que je peux travailler avec un autre système. C'est génial. C'est facile à enlever. Et puis ça, le dernier, c'est celui que je vais tester pour Roland Garros cette année, j'espère que ce sera un tabac. Donc c'est le porte-balle de tennis, parce qu'il faut les deux mains en fait pour faire un service. Et moi, mes copains, c'est des cadors au tennis, enfin même si je joue pas souvent, mais moi je suis obligé de servir à la cuillère. Ah, c'est donc là, génial. Faire des vrais services. Putain. Et donc, ces trucs-là, en fait, si tu veux. Faut que tu partes avec ta valise de bras quand même pour chaque cas d'usage, quoi. C'est juste ça le truc. En fait, si tu pars en soirée, tu prends la prothèse Mediator. Si tu vas avec tes copains, tu prends la prothèse balle de tennis. Et puis si tu vas dans les Alpes, t'emmènes le truc escalade glaciaire. La différence, si tu veux, c'est que aujourd'hui, par exemple, ces pièces-là, le fait qu'elles soient. Ça, c'est avec une start-up française, une start-up humanitaire avec qui on travaille, qui fait les plans et qui les partage sur Internet. Donc aujourd'hui, on est en capacité de travailler avec des lycées et des jeunes lycéens qui font des métiers qui ne sont pas valorisés, notamment les métiers de la productique. Et eux, ça leur permet de trouver du sens à ce qu'ils font. Et en fait, ils peuvent pas fabriquer ces pièces. Donc aujourd'hui, nous, on est en mesure de proposer des pièces comme ça. Et on est en mesure de les fabriquer soi-même. Génial, c'est génial. Alors attends, je te demandais tout à l'heure si on me demandait des trucs un peu customisés, parce que j'ai mieux quand même que ta prothèse. Je vais essayer de vous montrer rapidement. Hop. Voilà. Hop, transition. Est-ce que tu as déjà fait la double prothèse? C'est YouBionic qui propose ça. Je sais absolument pas à quoi ça sert. T'as vu ça? Non mais c'est hallucinant. Ouais. Alors je sais pas, franchement je sais même pas, j'ai essayé de chercher les cas d'usage, franchement j'en sais rien, mais bon, voilà, ça fait partie de, là quand on parlait d'homme augmenté, tu vois, pourquoi pas, avoir 4 bras, 4 mains.
Ouais, bah en fait, effectivement, tu peux lire le journal, boire ton café en même temps. Tu vois, c'est dans le délire, c'est ça. Tu Ouais, peux te tenir au métro avec ta main bionique, comme ça, tu te salis, puis faire un truc en même temps. ouais. Mais tout ça, en fait, c'est ce qu'on appelle, c'est du fantasme. C'est tout à l'heure, je regardais avec Elon Musk, c'est quelqu'un qui est dans le fantasme. Donc lui, il veut aller sur Mars, faire vivre des gens sur Mars, et pendant ce temps-là, il y a des millions, je pense des milliards de personnes sur Terre qui n'ont pas de logement. Donc chacun son truc, en fait. Ouais, Moi, mon ouais, truc, tout à fait. voilà. Donc l'idée d'avoir trois bras, ça peut peut-être intéresser certaines personnes, mais déjà faisons ensemble en sorte que chacun puisse être autonome, tu vois, de faire ses trucs et de s'éclater dans la vie. Moi, en fait, j'ai pas besoin d'avoir trois bras. Par contre, de pouvoir jouer de la guitare, ça Ça, c'est c'est un pas mal. kiff, et ça. Cloridric Et nous ça, dit ça pour porter les courses, c'est pas mal, c'est vrai, ça peut être un cas Le d'usage. porte-course, ouais, je l'ai aussi, le porte-course, il est à côté. Tu l'as monté aussi? Ah, putain, incroyable. Et ouais, alors J'en ai fait un, ouais. je l'ai pas dit en te présentant, mais c'est vrai que alors ça fait quelques années qu'on suit ton parcours. On s'est croisés déjà dans les couloirs ici à BFM, à RMC, Ouais. à des remises de prix aussi et tout. Et c'est vrai que alors c'est un peu dommage parce qu'en fait on t'a découvert via les États-Unis. C'est toujours un peu frustrant. Moi je fais pas mal de veille technologique et en fait on a entendu parler de toi quand t'as été distingué par le MIT, donc prestigieuse université américaine, hein, la plus prestigieuse du monde en termes de technologie pour ceux qui connaîtraient pas, comme c'était les 10 Français les plus innovants en dessous de 30 ans, je crois, c'était ça à l'époque. Hein. C'est ça, ouais. Et donc du coup, ça montrait déjà que voilà, il y avait des gens très sérieux qui avaient un œil sur toi, et c'est comme ça qu'on t'a découvert. C'est ça en fait qui a donné ça donne un coup de boost à ton projet, j'imagine aussi. Oui, c'est clair, ouais, ouais, ouais. Il y a eu ça. Faut savoir aussi qu'avant ça, ou en même temps, je sais plus, nous, on a été financé par la fondation Google, par exemple. Ah oui, 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 c'est ça, ouais. Ah oui, parce qu'ils Il y a ils font des Google qui, concours régulièrement, c'est ça, Google fait des concours et nous, notre association, elle avait 6 mois, on avait 300 euros sur le compte bancaire et Google organise un concours, le numérique qui peut changer le monde, pour gagner 500 000 euros. Ouais, Et on a participé à ça, ça nous a donné un coup de pub de dingue. On a perdu, mais on est quand même rentré avec 200 000 euros. Donc ça a pas permis mal. de. En fait, moi, ça m'a permis de devenir salarié, en fait. Ouais, Et aujourd'hui, l'association, elle compte 7 salariés. ouais, ouais, Donc joli. on Ouais. intervient dans les écoles, en fait. C'est pour ça que nous, c'est super le fantasme de la technologie et des puces et tout. Je lisais le délire Black Mirror, effectivement, tout ça c'est vrai. Voilà. Après, nous les humains, on peut s'autoréguler et se dire, ok, il y a le numérique, il y a le monde qui change, il y a la technologie, qu'est-ce qu'on veut? On veut pas que ça parte en couille. Ouais, Excusez-moi pour l'expression. ouais. Mais dans ce cas-là, travaillons avec la jeunesse et essayons de leur donner les outils et de faire en sorte qu'eux l'utilisent de la meilleure manière. Il Donc, y avait des questions de Yenachou sur les Fab Labs, alors qu'il n'y a pas un festival de maker en France, et si, il y en a. s'il Ouais. y en a, voilà, et il dit Ah ouais, il y a pas beaucoup de Fab Labs en France, j'ai l'impression, pourtant plein de gens s'intéressent à l'Arduino et aux imprimantes 3D. Il y en a quand même des Fab Labs, il y en a de plus en plus, j'ai l'impression. alors des Fab Labs en France, il y en a plein. Il y a une association qui s'appelle le Réseau français des Fab Labs. Il y a une boîte qui s'appelle Make Me, qui organise des Make Me Fest, donc des festivals de makers. Il y a tout un réseau. Il y a un réseau social qui s'appelle, j'ai oublié. Enfin, il y a Bon, le c'est pas grave, il y en a réseau quelques-uns, on social. les trouve. Ouais, on les trouve, on les trouve. Il y a le réseau social des makers qui est créé par deux collègues d'ailleurs, deux potes. Et donc C'est là, parce vrai. je sais plus si on a parlé du prix, parce que tu disais les premières prothèses c'était plusieurs dizaines de milliers d'euros, et là du coup les prothèses do it yourself Fab Lab, c'est quoi l'ordre de prix? Alors, la prothèse do it yourself, donc je vais dire, c'est une prothèse do it yourself qu'on peut pas utiliser parce que c'est trop fragile et c'est fait avec des petites imprimantes 3D. Ça coûte 300 euros, hein. C'est que des pièces détachées, des pièces qu'on peut imprimer. C'est de la petite électronique qu'on peut acheter à droite à gauche. Donc, c'est des petits trucs. En fait, c'est des outils pédagogiques Ouais, pour à la fois découvrir la fabrication numérique, sensibiliser au handicap et puis voir le handicap autrement, quoi, en fait. ok. Donc voilà, il y en a pour avec même 100, une centaine d'euros. Aujourd'hui, on peut faire une main robotique, quoi. On peut faire une main robotique. Bon, c'est ouf. Non, mais ce que tu disais Et par contre, vas-y, une vas-y. prothèse, voilà, par contre, une prothèse, il faut que ce soit solide, il faut pouvoir l'utiliser tous les jours. Il y a une différence entre faire bouger une main sur un bureau Ouais, et porter une main tous les jours, porter ses courses, se faire à manger, tout ça, c'est c'est clair. complètement différent. Ouais, puis c'est Et un donc, c'est pour appareillage ça que ça médical coûte aussi. si Ouais, cher. ouais, ouais. C'est un appareillage médical, et donc, nous, on s'est donné comme objectif que la prothèse, on veut la vendre 1000 euros. 1000 Voilà. euros, Et pour ok. ça, on veut vraiment on veut même pouvoir l'offrir. Moi, je veux pouvoir l'offrir, en fait. Petit Et pour Crayon ça, nous demande je si on cherche des peut. partenaires. Eh ben voilà, il nous demande Mm. comment contribuer à ces projets. Est-ce qu'il est possible de devenir bénévole sur Paris? Est-ce qu'il faut des compétences en développement ou en électricité?
En fait, alors sur Paris, il y a des Fab Labs. On veut organiser un événement là-bas d'ailleurs. Il y a comment le Carrefour numérique par exemple qui est à la Villette. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs trucs. Là, je les ai pas en tête. Ok. Et puis alors, il faut des compétences. Il faut des compétences techniques pour faire une main. Mais après, il y a des réseaux. Il y a par exemple le réseau Enable. Mhm. Qui est national, c'est des makers qui fabriquent des petites mains pour les enfants. C'est pareil que nous et Ok. puis en tout cas et sinon contactez-nous quoi. Tu Ouais, vas bah sur voilà, My Human Kit, hein. myhumankit.org. My Human Kit, Voilà, donc je vous te remets. contactez Nicolas Huchet, pas de problème, il vous Voilà. expliquera tout. Bah non, mais en tout cas, merci beaucoup Nico Ouais. pour cette expérience que tu nous as raconté. C'est effectivement un peu plus terre à terre enfin nos deux invités pour l'instant m'ont un peu remis les pieds sur terre. Moi j'étais parti dans le délire un peu science-fiction, machin et tout ça, et on dit bah voilà, il y a quand même des applications très concrètes aujourd'hui. On n'est pas obligé de se projeter dans des trucs complètement futuristes qui vont pas parler forcément à grand monde. Donc non, c'est bien aussi qu'on ait ce message-là. De toute façon, on va continuer à suivre ton parcours, hein, Nicolas, et puis on aura l'occasion de se revoir et de te réinviter. Très bien, merci. Un grand merci à toi. Bonne journée. Salut, bonne journée. Salut et bravo pour la chaîne. Ah bah voilà, un petit message d'encouragement. Merci pour toutes vos questions sur le chat, hein. Ça bouge bien, c'est interactif, merci à tous. Ouais, alors je voulais continuer. Alors justement, on était sur des choses... il nous a ramené un petit peu les pieds sur terre, je disais Nicolas Huchet. On va repartir sur des trucs un peu what the fuck, un peu lointain. Quand je disais est-ce qu'on va tous se transformer en super-héros, moi il y a le truc que j'adore, c'est alors on a parlé de l'exosquelette un peu façon Iron Man, mais Iron Man il y a aussi dans son casque la vision en réalité augmentée là, vous savez. Et ça c'est pareil, il y a des trucs assez dingues qui sont en train d'arriver. Je voulais vous en présenter quelques-uns. Alors vous connaissez probablement le principe des Google Glass, hein. On en a beaucoup parlé à une époque. Donc c'était ces lunettes qui ressemblaient pas à des lunettes, elles ressemblaient plus aux lunettes de Vegeta. Je sais pas si on les voit bien. Hop, je vais me lever 2 secondes. Hop. Voilà, hein, pour ceux qui connaissent évidemment Dragon Ball, où on va afficher dans votre champ de vision un certain nombre d'informations numériques. Donc Google avait tenté l'aventure il y a quelques années sans grand succès. C'est-à-dire qu'avec leurs lunettes, on avait l'air d'un cyborg dans la rue, c'était pas génial, puis ça posait des questions de protection de la vie privée. Et maintenant, en fait, il y a beaucoup de groupes tech, des startups, des grands groupes technologiques qui travaillent sur des lentilles de contact avec réalité augmentée intégrée. Je vais vous montrer une petite vidéo. Alors attendez une seconde. Hop. Voilà, ça c'est alors une startup qui s'appelle Mojo Vision, qui était présente notamment au CES de Las Vegas ces 2 ou 3 dernières années. Alors c'est des vidéos encore une fois, hein, c'est des vidéos promotionnelles, donc croyez pas que ça, en l'état actuel de l'art, ça fonctionne de cette manière-là, mais le principe ce sera ça. C'est-à-dire que vous aurez, j'ai pas basculé l'écran si on le voit, si c'est bon non ? Voilà. Hop, ah oui, j'ai fermé le Skype. Non, ok, ça marche. Oui, donc on voit en fait, le principe c'est la même chose que les Google Glass, sauf que c'est dans des lentilles, c'est-à-dire que vous allez avoir un mini écran intégré qui va projeter un certain nombre d'informations directement dans votre champ de vision. On voyait quelques exemples, donc ça peut être le GPS, vous arrivez à côté d'un restaurant sympa, on va vous l'indiquer, les flèches du GPS à l'extérieur, à l'intérieur, vous imaginez le truc, vous faites votre footing, hop, vous avez les petites flèches qui s'affichent, les promotions quand vous êtes au supermarché. Alors on en est encore loin, hein, mais en tout cas ce sont des expérimentations qui sont menées. Ils ont présenté un premier prototype de ces lentilles. Moi j'ai pas pu les tester, hein, donc je peux pas vous dire ce que ça vaut en l'état actuel des choses, mais en tout cas il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent sur ces sujets-là, avec des applications aussi qui sont des applications professionnelles. Alors il y a un petit côté Black Mirror, hein, là aussi très clairement les lentilles connectées qui analysent tout ce qui se passe autour de vous, mais ça va être par exemple les pompiers qui pourraient voir directement devant leurs yeux les informations stratégiques, le niveau d'oxygène qui leur reste, la position de leurs collègues, etc. Donc on peut imaginer plein de choses, et à tel point qu'il y a beaucoup de géants de la tech. Là on voyait Mojo Vision, je vais vous montrer une autre petite vidéo, hop, parce que c'est pas les seuls à travailler sur le sujet, loin de là. Alors faut juste que je retrouve la vidéo, vous me laissez 2 petites secondes. Voilà. Alors ça c'est un autre concept, c'est des lentilles et des lunettes avec autofocus intégré. Donc là aussi c'est des trucs assez fous, c'est-à-dire des lentilles qui seraient capables de faire le point toutes seules quand vous avez des problèmes de vue, ou même qui pourraient vous donner une vue superhumaine d'une certaine manière. C'est-à-dire vous regardez un panneau publicitaire au loin, la lentille va zoomer dessus, puis dézoomer, je sais pas si ça fera ce bruit là, j'espère pas, mais en tout cas voilà, là aussi il y a des expérimentations qui sont menées pour ce genre d'objet, et vous avez même
Sony, Samsung, enfin tous les grands groupes technologiques ont déposé des brevets. Donc encore une fois, les brevets, on ne sait jamais ce que ça donnera. C'est-à-dire, c'est des pistes de recherche pour les ingénieurs. On ne sait pas si ce sera industrialisé un jour, mais en tout cas pour des lentilles qui seraient capables de prendre des photos, de filmer. Donc vous imaginez, vous êtes dans la rue, vous clignez des yeux, vous avez la photo qui se prend. Enfin, des trucs complètement fous qui vont poser d'ailleurs plein de questions, y compris des questions éthiques encore une fois, parce que le problème des Google Glass à l'époque, moi je me souviens, je les avais testés. Et même les gens de chez Google me disaient on les teste, mais en gros on les met pas dans la rue parce que sinon les gens nous prennent pour des dingos. Et c'est vrai, parce qu'on avait l'air d'un cyborg. Et puis surtout, il y avait une crainte, c'est-à-dire que tu pouvais prendre n'importe qui en photo ou filmer n'importe qui quand tu te baladais dans la rue, à tel point que dans la Silicon Valley, on surnommait les gens qui se baladaient avec les Google Glass, on les appelait les glassholes. Donc de l'anglais assholes, je ne vais pas traduire, hein, mais enfin bon, vous avez bien compris ce que ça voulait dire. Le fameux bruit Gigi d'Anthony Morel. Oui, c'est vrai. Je le fais souvent à l'antenne. Oui, j'aime bien faire les bruitages en ce moment. Vous voyez, c'est Steven Spielberg, quoi. On a vraiment les gros moyens et on fait les effets spéciaux maintenant. Pour espionner les voisins, me dit-on. Oui, c'est vrai, c'est pas mal, c'est aussi une application. Comment alimenter ces lentilles en énergie? Très bonne question. C'est l'un des problèmes des Google Glass, c'est qu'il y avait quand même un problème d'autonomie, il fallait les recharger tous les soirs, mais alors on imagine dans un dispositif aussi petit qu'une lentille, franchement je ne sais pas comment ils ont réglé ce problème, ou alors est-ce que les lentilles fonctionnent toutes 10 minutes et toutes les 10 minutes il faut les recharger, j'en sais rien, mais en tout cas c'est un vrai sujet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'expérimentations en la matière, donc ce sont des choses qui probablement vont arriver dans les années qui viennent. Ça sent le pipeau pour avoir une résolution suffisante. Alors c'est vrai, encore une fois je les ai pas testés pour de vrai, donc je sais pas, est-ce que c'est un écran projeté? Moi je me souviens que dans les Google Glass, ça fonctionnait relativement bien. C'était pas trop intrusif, ce qu'on nous dit c'est fatigant pour le cerveau, nous dit Taborine. Oui et non, parce que tu pouvais les activer, désactiver quand tu voulais, et en fait les fonctionnalités étaient en fait assez discrètes dans ton champ de vision. C'était pas un truc que tu avais en permanence comme ça devant toi, à la Black Mirror pour reprendre cet exemple-là. C'était quand même relativement bien fait, donc j'imagine que ce serait la même chose avec les lentilles. Donc voilà, en tout cas, voilà, ça fait partie des expériences quand on parle d'hommes bioniques. Et puis je voulais parler, alors il nous reste encore 5 minutes, mais je pense qu'on se fera une émission spéciale sur ce sujet-là, parce que ça me passionne et il y a tellement de trucs à raconter sur la notion de soldat augmenté. Il y a un d'entre vous tout à l'heure dans le chat qui l'évoquait, et je trouve que c'est un sujet qui est super intéressant, parce qu'effectivement c'est un sujet de réflexion, y compris en France, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut utiliser la technologie et la science pour booster les capacités des soldats, pour faire en sorte qu'ils soient plus résistants, qu'ils n'aient pas peur, qu'ils puissent porter des charges lourdes, etc. Et là aussi, il y a plein d'expérimentations. Alors, vous allez me dire, soldat augmenté, c'est pas un truc qui est nouveau. C'est-à-dire que ça pourrait se recharger avec le clignement des paupières, Chloridric, les lentilles. Ouais, peut-être, ça peut, on peut imaginer ça, pourquoi pas. Soldats augmentés, je disais, pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, vous savez peut-être que les Alliés et les nazis, on leur donnait des drogues, il y avait de la benzhydrine, je crois, je ne sais même pas si on dit là ou qui leur permettait de combattre pendant des jours et des jours sans se fatiguer, de ne plus avoir peur, etc. D'une certaine manière, on peut appeler ça de l'augmentation, on peut appeler ça soldats augmentés. Mais la question, ça va être, est-ce qu'on va aussi utiliser tout un tas de nouveaux matériels proches d'Iron Man? Et donc il y a des choses assez intéressantes. Je voulais vous montrer là aussi une petite vidéo. Alors attendez que je retrouve. Alors c'était une armure, un exosquelette sur lequel travaillait l'armée américaine qui s'appelait le Talos, mais il a changé de nom. Alors j'avais noté le nom tout à l'heure, c'était le... ah bah non, je ne l'ai pas noté. C'est le Enhanced quelque chose, mais je sais plus. Et vous allez voir que c'est assez fou comme truc. Talos Enhanced, non c'est pas ça. Talos Uniforme. Tac. Alors, attendez, je vais vous remettre la page web. Hop. Tac. Est-ce qu'on va trouver la vidéo? Enhanced Soldier. Ah voilà, le Talos. Hop. Je crois qu'elle a évolué depuis, mais bon, c'est pas grave. Juste pour avoir une petite idée de ce à quoi ça ressemble. Ça, c'est l'uniforme du futur des fantassins américains. On va avancer un petit peu. Voilà. Et donc, dans cette armure, donc, vous avez une partie exosquelette qui est intégrée, c'est-à-dire vous avez... à la Iron Man, vous avez un système, vous avez vu, c'est le système de refroidissement intégré, ça c'est une sorte de clim interne pour pas avoir trop chaud. Bon là le gars fait son footing tranquille, il peut porter des charges lourdes sans problème. En fait c'est des muscles artificiels, j'allais dire, ça vient soutenir vos muscles et donc ça permet de porter des charges lourdes supplémentaires comme un exosquelette, ceux qui sont utilisés notamment dans les usines, hein. Il y a beaucoup d'exosquelettes maintenant de plus en plus dans l'industrie automobile par exemple. Vous avez alors qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez donc le système de refroidissement,
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Système de vision nocturne, évidemment, façon Google Glass, des détecteurs d'ennemis cachés. Donc là, on est quasiment dans Iron Man, et ça, c'est vraiment un équipement sur lequel travaille l'armée américaine aujourd'hui. Et je crois qu'elle a encore évolué depuis. Vous avez peut-être vu que l'armée américaine, il y a quelques jours, a signé un gros contrat avec Microsoft. Pour déployer des HoloLens, c'est-à-dire pour équiper plusieurs centaines de milliers, je crois. Voilà, exactement. C'est Agros qui le dit. Il y a le casque de Microsoft qui est je ne sais pas ce qu'il veut dire, mais en tout cas, effectivement, ils veulent l'intégrer à l'armée américaine. Le casque HoloLens, vous voyez peut-être, c'est le casque de réalité augmentée, de réalité mixte de Microsoft. C'est-à-dire que vous allez avoir une vision. C'est un peu comme les Google Glass, vous allez voir apparaître des choses dans votre champ de vision, par exemple la position des soldats de votre escouade, par exemple, qui sont éparpillés un peu partout, éventuellement la position des ennemis ou d'un drone qui est en train d'arriver. Enfin, on peut imaginer tout un tas de possibilités. C'est des casques qui ont été conçus à la base pour l'industrie, pour le jeu, pour la médecine aussi, mais qui vont aussi s'intégrer dans l'armée. Ils ont signé un contrat de 20 milliards de dollars quand même avec l'armée américaine, c'est absolument massif. Et il faut savoir que la France aussi réfléchit à ce sujet. C'est Florence Parly, la ministre des Armées, qui l'a dit il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, comité d'éthique du ministère des Armées qui a donné son feu vert à la recherche sur le soldat augmenté. Donc on ne sait pas encore exactement quelle forme ça prendra chez nous. Est-ce que ce sera... Alors, elle a précisé, alors je trouve que l'expression est intéressante, elle dit jusqu'où ça peut aller, oui à Iron Man et non à Spider-Man, c'est-à-dire que oui, on pourrait utiliser des technologies pour augmenter l'équipement, l'armure, la résistance physique des soldats avec des équipements, avec du hardware. En revanche, pas Spider-Man, c'est-à-dire pas de mutation génétique, de drogue qui permettrait de booster ses capacités, etc. Donc a priori, on n'est pas vraiment dans ce délire-là. Il faut savoir qu'il y a d'autres armées, il y a d'autres pays qui ne se posent pas forcément ces questions-là. Hein. On parlait tout à l'heure de l'éthique à géographie variable dans le domaine de la technologie. Il y a certaines armées, par exemple, où les soldats font des opérations de la cornée pour accroître leur acuité visuelle. Ce genre de choses, voilà, pour chez nous, il en est pas question. Mais la question qui va se poser derrière, c'est est-ce que nos soldats derrière seront moins compétitifs? C'est-à-dire si vous avez des espèces de surhommes boostés avec des drogues de synthèse et des exosquelettes de malades, et que nous on arrive avec nos petits fantassins, on fera peut-être pas les malins très longtemps non plus. Donc il y a vraiment des questions éthiques absolument passionnantes qui vont se poser. Mais bon, ça ce sera l'objet d'une autre émission. Je vois que le temps file, on a déjà passé 1 heure ensemble. Donc voilà, je vous propose qu'on s'arrête là. Ah, j'avais la cape d'invisibilité. Est-ce que je dis quand même 2 secondes, je voulais vous montrer la cape d'invisibilité d'Harry Potter. Attendez, bougez pas. Pour de vrai. Hop. Voilà. Ça, c'est une entreprise canadienne. Alors, j'ai plus mes notes sous les yeux. Mais c'est fou, là aussi, premières applications sont militaires, et ils ont mis au point un matériau qui voilà, permet de devenir invisible. C'est-à-dire que quand on passe derrière, on a une espèce de bouclier qui fait qu'on devient complètement transparent, on s'opacifie et on se fond dans le décor comme un caméléon. Et c'est vrai que les vidéos sont absolument dingues. Alors là, ils le font avec un avion jouet, mais on peut imaginer que ça pourrait fonctionner avec un uniforme humain, par exemple. J'ai plus le nom de cette entreprise. Je vous la remettrai sur les réseaux sociaux si ça vous intéresse, parce que franchement, les résultats sont assez incroyables, et évidemment ça fait partie des applications qui intéressent beaucoup l'armée. Donc voilà, le soldat augmenté, ça passera aussi par des technologies qui permettent par exemple de devenir complètement invisible. Voilà, l'homme volant du 14 juillet, dit Coloridric, exactement, c'est un autre exemple de l'homme augmenté, parce que le soldat volant, alors là on n'est plus dans les super-héros, on est dans les super-vilains, c'est plus le bouffon vert dans Spider-Man, mais notre ami Frankie Zapata, on en a beaucoup parlé, on l'a fait venir plusieurs fois sur BFM, sur RMC aussi, qui a mis au point une sorte d'overboard, de skateboard volant absolument incroyable, il avait traversé la Manche l'été dernier. C'était assez fou. Yanachou dit il y a un moment il y aura des conséquences sur le civil. Toujours. Les applications militaires, ça commence toujours dans le militaire, et puis ensuite il y a des applications dans le civil. Ça va intéresser le BTP pour porter des trucs lourds. Ouais, bien sûr, les exosquelettes, c'est déjà utilisé dans le BTP. Moi j'avais testé un gant bionique, c'est un gant exosquelette assez fou, où en gros c'était pour les chaudronniers, les soudeurs, enfin ceux qui devaient porter des trucs un peu lourds et faire des trucs un peu pénibles avec leurs mains. Mais ça décuplait ta force, c'était fou. C'est-à-dire que je serrais les mains des gens, alors ils me demandaient en général, vas-y serre plus fort et tout, mais tu pouvais peut-être pas broyer la main de quelqu'un, mais tu pouvais y aller très très fort. Moi j'ai pas énormément de force dans la main, mais là c'était assez impressionnant. Et ça, c'était une boîte française qui avait fait ça. Yannick Hézard, que je salue, qui nous dit l'armée française travaille sur un char invisible, des pixels qui affichent les couleurs du décor. Absolument, ouais, j'avais vu ça aussi. C'est pareil, on va se faire vraiment un truc autour de l'armée et le futur de l'armée, parce qu'il y aura plein
plein de trucs à raconter. Et effectivement, il y avait des images assez dingues aussi de ce char invisible, des prototypes en tout cas qui sont conçus en ce moment par Nexans, si je dis pas de bêtises, qui est un grand équipementier militaire. Voilà. Et bah écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là parce que ça fait déjà 1 heure, le temps file. Bah moi je me suis beaucoup amusé. J'espère que vous avez appris des trucs. Moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Laurence et Nicolas, nos invités, étaient assez passionnants et passionnés. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de pains techniques divers et variés, que le son était bon. Je sais que la connexion sur Skype, j'ai vu des remarques et tout, c'est jamais idéal, hein, c'est vrai, sur Skype. Bon, on essaiera peut-être avec Discord ou d'autres, ou Teams. On va expérimenter, encore une fois, là on en est à la phase d'expérimentation, tout ça est assez balbutiant, mais en tout cas on se lance, hein, BFM Business sur Twitch. On a plein de formats à vous proposer. Là il y a d'autres émissions qui arrivent dans les jours qui viennent. J'ai plus le programme exact en tête. Il y a une émission sur l'espace, la conquête spatiale avec SpaceX, etc. Il y a plein de trucs vraiment intéressants, donc restez connectés, suivez bien notre actualité, et puis bah voilà, j'espère vous retrouver très bientôt pour une autre émission, une autre thématique technologique. Si vous avez des idées, d'ailleurs des suggestions, n'hésitez pas à me les envoyer via les réseaux sociaux. Je suis très présent sur Twitter, LinkedIn aussi un petit peu, Facebook aussi. Bon voilà, vous faites ce que vous voulez, mais bon, n'hésitez pas, s'il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres, vous me les envoyez, on va y réfléchir, on va essayer de monter tout ça ensemble. En tout cas voilà, merci beaucoup pour votre bienveillance. Il y a eu vraiment que des messages. Enfin là j'étais en très bonne compagnie aujourd'hui, c'était super agréable. Donc j'espère qu'on va se refaire ça très très vite. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Salut tout le monde.